Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de l'accord sur le nucléaire iranien, de la situation du tourisme en Tunisie après les récents attentats et à nouveau de la Grèce. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. Accord historique signé à Vienne sur le nucléaire iranien. Les grandes puissances et Téhéran sont parvenus à s'entendre après des années de négociations. Les sanctions vont être levées. Le monde célèbre, Israël s'alarme. Au moins 90 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée dans un marché au nord-est de Bagdad alors que la population fêtait la fin du Ramadan. L'attentat a été revendiqué par les djihadistes de l'État islamique. Le gouvernement mexicain offre une récompense de 3,8 millions de dollars pour la capture du baron de la drogue en cavale Joaquim El Chapo Guzman, qui a réussi à s'enfuir d'une prison haute sécurité. Un attentat contre des militaires a été évité en France. 4 terroristes qui prévoyaient de trancher la tête d'un haut gradé et de poster la vidéo sur les réseaux sociaux ont été arrêtés par les forces de sécurité françaises. 5 militaires ont été tués dans une fusillade dans le Tennessee aux États-Unis. Le tireur a d'abord visé un centre de recrutement de l'armée américaine avant de s'attaquer à une base militaire un peu plus loin et d'être abattu par la police. Il a affirmé être en colère contre les opérations à Gaza. Bonjour Daniel Ziri. Merci beaucoup d'être avec nous, comme chaque semaine, journaliste à Tout un monde. On va rejoindre également depuis Paris Daniel Sheikh. Bonjour, merci d'être avec nous. Mais bien sûr, je ne raterai pas notre rendez-vous. Même depuis la France, ancien ambassadeur d'Israël en France, ça tombe bien, ça va vous rappeler l'époque où vous représentiez l'État d'Israël à Paris. On va parler avec vous et avec Daniel Ziri ici en plateau de l'accord évidemment sur le nucléaire iranien. Daniel Sheikh, avant de vous donner la parole, je me tourne vers ma collègue pour tout d'abord rappeler en quelques points de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un accord quand même de 160 pages, Julien. Je vais vous donner les grandes lignes, en gros, de cet accord. Premièrement, pour ce qui est du sujet très controversé de l'enrichissement d'uranium qui peut arriver à la plus grande crainte. Exactement. Selon l'accord, l'Iran ne pourra pas enrichir de l'uranium à plus de 3,67% pendant 15 ans et seul sur un site, une centrifuge qu'ils ont, qui est le site de Natanz. Pour atteindre une bombe atomique, on sait qu'il faut 90% d'uranium, donc au moins pendant les prochains 15 ans, il y a une garantie que donc ça n'arrivera pas à se... vraiment pour empêcher la possibilité d'un... Exactement, et il faut savoir que tout uranium en Iran qui sera enrichi au-delà de ce 3,67% sera soit expédié hors de l'Iran, soit dilué. Donc ce sont les garanties de l'accord. Pour ce qui est de la production du plutonium, qui est aussi nécessaire avec l'uranium pour créer une bombe atomique, ça va être également limité. L'accord de Vienne stipule que le réacteur à eau lourde d'Arak, qui était très controversé aussi, qui fait un grand débat, sera modifié pour ne pas pouvoir produire du plutonium à vocation militaire, donc à un niveau militaire. Ensuite, pour ce qui est des inspections, qui était l'un des points les plus délicats de cet accord et des négociations, le régime d'inspection sera renforcé et les inspecteurs utiliseront des technologies plus avancées que ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Il sera appliqué pendant toute la durée de l'accord, donc 20 ans. L'Agence internationale de l'énergie atomique est celle qui va conduire ces inspections. Donc elle pourra vérifier pendant 20 ans le parc de centrifugeuses et pendant 25 ans la production du concentré d'uranium. L'agence pourra conduire des inspections intrusives avec des technologies, comme on l'a dit, bien plus développées. Et l'Iran devra aussi déclarer toute installation dans laquelle est utilisé de l'uranium. Et puis pour ce qui est des sanctions économiques, la joie des Iraniens, puisque les sanctions économiques et financières seront levées, mais l'embargo sur les armes, par contre, reste, lui. Daniel Sheikh, depuis Paris, donc, je voudrais vous poser d'abord tout d'abord une première question. Est-ce que Israël a échoué dans sa tentative diplomatique d'éviter un accord? Oui, d'une certaine manière, oui, mais je crois que l'échec provient du fait que l'objectif était d'éviter un accord. Je pense que ce n'était pas un objectif réaliste, ni un objectif souhaitable. Mais je ne suis pas certain que ce soit l'essentiel de pointer du doigt maintenant qui a fait une faute ou non. Cet accord n'est pas idéal, c'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs un peu propre à la notion d'accord, c'est qu'il y a un compromis et que aucun des deux parties ne se sent entièrement récompensé de ses besoins et de ses demandes. Mais je pense que compte tenu des circonstances
et du fait que même si moi aussi j'aurais préféré que le programme nucléaire iranien soit totalement éradiqué, mais que cela n'est pas un objectif réaliste, je pense que c'est un accord avec lequel, sur le plan nucléaire du moins, Israël devrait pouvoir vivre. Et il y a quand même un niveau de contrôle qui est inédit dans l'histoire de l'AIEA. Mais Daniel, à propos des contrôles, il y a notamment le problème du contrôle des sites militaires, que pour pouvoir entrer sur un site militaire, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, doit demander l'autorisation de l'Iran et les prévenir suffisamment de temps avant. Et c'est là qu'Israël est inquiet. Ils disent que l'Iran aura le temps de détruire les preuves d'un armement nucléaire militaire. Vous savez, Julien, nous sommes tous soudain devenus des spécialistes de la physique nucléaire. Moi, je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour vous dire si, en effet, quelqu'un peut effacer les traces de matériaux nucléaires défendus en 24 jours. Beaucoup de spécialistes disent que non, que ce n'est pas du tout possible et que ce sont des traces qui restent bien plus longtemps. Et que les méthodes de surveillance, de contrôle, intrusifs ou non, sont quand même très sophistiquées de nos jours. Mais là, il faudra faire confiance aux spécialistes et je ne pense pas que moi je suis en mesure de contester leur avis. Qu'est-ce qu'Israël peut faire à présent dans la nouvelle situation géopolitique du Moyen-Orient ? Paradoxalement, je pense que l'inquiétude d'Israël aujourd'hui doit être tournée non pas vers le nucléaire iranien, mais vers les possibles résultats de cet accord sur d'autres domaines d'activité de l'Iran, notamment le soutien au terrorisme, le soutien aux organisations islamistes. Je pense qu'un Iran ivre de son succès, de la levée des sanctions, de l'injection de fonds et de moyens dans l'économie et dans les coffres du gouvernement, c'est là peut-être une raison de s'inquiéter. Merci beaucoup, Daniel Chak, d'avoir été en direct avec nous depuis Paris. Et merci, Daniel Ziri, pour ces explications sur le nucléaire iranien. La Tunisie pense encore ses blessures de l'attentat de Sousse, une attaque qui a visé le tourisme, un secteur crucial pour l'économie du pays qui a été déjà très affaibli depuis la révolution de 2011. Avec nous pour en parler, Heikel Akrout, directeur de l'hôtel Khayyam Garden à Nabeul. Bonjour. Bonjour, le plaisir est pour moi, dites-moi. Quelle est la situation du tourisme international dans votre pays, la Tunisie ? L'image a été extrêmement affectée par les attentats du 18 mars au Bardo, dans un premier temps où 21 personnes ont été tuées, dont 20 étrangers. Et dans un deuxième temps, ce qui est arrivé à El Kantaoui le 26 juin, donc où 39 personnes, 39 étrangers ont été tués dans un hôtel à Sousse. Donc l'image a été extrêmement affectée. Donc du coup, donc la situation tunisienne, de la Tunisie sur le plan international est devenue, pour ne pas dire compliquée, très très difficile. Est-ce que l'attentat de Sousse a déjà des conséquences ? Dévastatrices. Des conséquences dévastatrices. C'est très simple. Le 26 juin, en Tunisie, nous avions une occupation pratiquement normale dans les hôtels. Moi, je dirige le Khayyam Garden à Nabeul. J'avais pratiquement un peu plus de 300 clients. En 3 jours, les 300 clients sont descendus à moins de 100. Et aujourd'hui, il me reste 25 clients à l'hôtel, étrangers. Donc, que dire ? Est-ce que la Tunisie, aujourd'hui, est une destination sûre pour les touristes étrangers ? Il n'y a aucun endroit dans le monde où on peut dire « ça y est, vous pouvez venir, tout est sûr ». On ne s'amusera plus à le dire. Alors, par contre, on a énormément travaillé pour sécuriser vous savez, les terroristes, ils agissent par surprise.
Au Bardo, ils ont débarqué de nulle part. Il y avait une défaillance peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'incident. Assous, il a surgi de la plage. Il est rentré dans l'hôtel avec une Kalachnikov. Ouais. Dites-moi quel est l'hôtel, même à Ibiza, qui serait prêt à faire face à une telle chose. Ouais. Donc non. Dire qu'on est sûr à 100%, non. Mais je peux dire avec assurance, à 95% aujourd'hui, l'ensemble du pays est prêt à accueillir les touristes en ayant sécurisé un maximum. Qu'est-ce que le gouvernement tunisien a fait et peut faire aujourd'hui pour vous aider et relancer le tourisme? Ce qu'a fait le gouvernement tunisien dans un premier temps, c'est on a doté tous les hôtels de policiers armés pour faire face à cela. Si cela devait arriver de nouveau. Maintenant, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais voilà, aujourd'hui, si quelqu'un débarque avec une arme, il va être accueilli avec des personnes armées. On ne peut pas se défendre contre quelqu'un d'armé si on n'a pas d'arme. C'est pas possible. Donc, dans mon hôtel aujourd'hui, j'ai 4 policiers armés qui ont été placés dans les différents endroits stratégiques de l'hôtel. Et tous les hôtels de la Tunisie, dans tous les hôtels, il y a maintenant des policiers armés postés discrètement dans des endroits plus ou moins stratégiques pour faire face à cela. Ça, dans un premier temps. Après, il y a toute une série de mesures par rapport à l'accueil, à l'aéroport, dans les transports, dans les endroits urbains, les grandes surfaces, tout. Si demain, des touristes veulent venir en Tunisie, vous leur recommandez quoi? Qu'est-ce qui est à voir en Tunisie, à ne pas louper? Il y a d'abord l'histoire de la Tunisie qui est tout simplement exceptionnelle, extraordinaire. On a un patrimoine dans le pays qui n'est pas mis en valeur. D'ailleurs, tous ces espaces-là ont été sécurisés pour autant, pas seulement les hôtels. Donc après, on reste avec notre belle plage, notre beau temps exceptionnel. Personne ne nous enlèvera. Et il y a 60 ans de professionnalisme, d'hôtellerie, à tous les niveaux. Le Tunisien est aujourd'hui un citoyen qui sait accueillir les étrangers. Donc avec nos 60 ans de professionnalisme, tous les étrangers seront toujours accueillis avec le même professionnalisme. Mais il y a quelque chose qui est absolument unique aux Tunisiens, c'est la gentillesse des Tunisiens, l'amabilité des Tunisiens. Vous savez, ça n'a pas de prix et c'est vraiment exceptionnel et unique à la Tunisie. Merci et bon courage pour la suite. La Tunisie renaîtra de ses cendres, je vous le promets. À nouveau, l'actualité économique internationale de la semaine, c'est la Grèce. Avec nous pour en parler, Michalis Spourdalakis, professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. You're welcome. Avec plaisir, bonjour d'Athènes. On a l'impression que le pays est loin d'être sorti d'affaires. Où en est la Grèce aujourd'hui ? Eh bien, il y a eu un petit remaniement du gouvernement qui était nécessaire. Cette semaine, il va falloir aussi passer une législation difficile au Parlement. Est-ce que les Grecs se sentent finalement un peu trahis par les élus qui les ont portés au pouvoir ? Vous savez, après le grand choc de lundi dernier, le sentiment général est que le gouvernement n'avait pas d'option. Il n'avait pas d'option parce que l'alternative était bien pire. Si on regarde les choses de plus près, c'est un peu mieux et ça donne un peu d'espoir. Mais il faut dire que le choc initial et la déception du gouvernement commencent à s'estomper parce que les gens réalisent que l'alternative aurait été bien pire. Nous savons que la société grecque va faire face à des difficultés au cours des prochaines années. Le gouvernement grec va essayer de trouver une façon de manœuvrer dans le contexte d'un mauvais accord. On verra si cela réussit et on verra ce que sera la réaction des Européens, du FMI, des créanciers européens et des institutions. Mais est-ce qu'il y a un espoir raisonnable de voir la Grèce s'en sortir dans un avenir proche ? Une meilleure économie voudrait dire qu'il y a de l'espoir pour reconstruire notre économie, de remettre de l'ordre dans nos affaires et de nous assurer qu'il y a un système d'aide sociale pour aider ceux qui ont souffert depuis longtemps.
La première tâche du gouvernement, c'est d'arrêter l'hémorragie causée par la politique des 5 dernières années. Nous espérons que ce soit faisable. Après, nous pourrons parler de changement dans la société et mettre en place des principes justes. Mais est-ce que les Grecs sont prêts à accepter le changement qui est prévu dans les réformes? Il y a des signes de cela. Je ne sais pas vraiment ce que vous insinuez, mais il y a des signes qui montrent qu'au cours des dernières années, les Grecs sont devenus moins matérialistes. Il semblerait qu'il y ait du changement. Je ne peux pas dire que cette attitude a été complètement modifiée, mais tout de même. Par contre, ils ne s'attendent pas à ce que ce gouvernement leur offre la lune sur un plateau d'argent, mais ils veulent de la dignité, un minimum de moyens et retrouver leur confiance qui a été détruite par le gouvernement précédent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.